Au moment, Monsieur le Premier ministre, où vous allez prendre la parole, voici à peu près l'état dans lequel se trouvent vos contemporains. La tête dans un nuage et ne voyant pratiquement rien. Vous aimez les grands vins de Bourgogne, vous aimez la marche, vous aimez le chant, vous aimez les livres, vous aimez l'engagement, vous aimez la conviction. Je vais vous fournir 4 crises. Pourriez-vous nous fournir une analyse? Un jour, vous avez dit ceci: parler vrai n'est pas suffisant, encore faut-il avoir quelque chose à dire. Nous en sommes convaincus, nous, le DLR, qui vous avons invité. Mesdames, Messieurs, Michel Rocard. Je note que vous désirez vous exprimer depuis la droite de la scène. Absolument. Je vous en prie. Il faut toujours bousculer les symboles. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi que d'avoir été sélectionné après, dans le cadre d'une procédure un peu mystérieuse à mes yeux. Je n'ai pas été informé du détail, mais enfin me voici ici, et c'est avec plaisir. Toutefois, je prends naturellement un risque, vous vous en doutez, c'est qu'après une présentation aussi élogieuse, il est très difficile d'arriver au niveau, et donc l'excellence et les excès de cette présentation me conduisent au risque de l'insuffisance. Ça pourrait bien arriver. Mais en plus, mon propos est à autre risque, la complexité. Car c'est vrai que nous faisons face, nous, l'humanité, fait face à de multiples crises à la fois, qui nous interfèrent et qu'on n'y comprend pas grand-chose, sinon même rien. D'autant qu'il me faut dire tout de suite que je ne me sens pas capable de vous accompagner dans une réflexion sur les crises purement économiques en ignorant le reste. Le fait que de nombreux pays sont menacés d'éclatement, le fait que nous sommes toujours dans une économie qui consacre un argent considérable à l'armement nucléaire et à des armes de destruction massive fait partie de notre situation générale. Et vous êtes sûrement en opération d'import, d'export, de location avec des pays du monde arabe. La relation avec le monde arabe, ces jours-ci, on ne peut pas la traiter comme exclusivement économique et marchande. Elle l'est pour une grande part. Elle n'est pas que ça, et elle ne dépend pas d'abord de cela. C'est donc un décryptage du monde que vous m'avez convié, si j'ai bien compris. Je vais en isoler un problème, monsieur mon présentateur, qui est celui que, oui, vous avez changé d'image, auquel vous avez fait allusion en évoquant le très grand livre de Neil Postman. Neil Postman plaide, et je plaide avec lui, que nos manières de communiquer les uns avec les autres dans la société contemporaine sont de plus en plus négatrices de l'intelligence et de la capacité de comprendre, et par conséquent portent un péril pour la démocratie. Le fait majeur des crises que nous avons même en ce moment, c'est un, que personne n'y comprend rien, ou peu de gens y comprennent quelque chose, et c'est deux, que notre système de communication, d'abord télévision, ne permet pas de respecter assez la complexité, la longueur des raisonnements pour le comprendre, et l'idée que la démocratie puisse jouer en pleine lucidité et compréhension de nos électeurs ne fait plus malheureusement partie du champ des possibles. Ça n'arrange rien. Cependant, on gardera ça dans la tête si vous voulez bien. La clé de mon propos, c'est que, pour répondre à votre question, je le rappelle, la formulation de la question qui m'est posée, c'est comment se préparer au monde qui vient. Et je n'ai pas de recette technique pour répondre à ça. Je vais construire mon propos autour de cette évidence que la première des conditions, toutes les autres en découlant, c'est d'y comprendre quelque chose. Donc nous allons essayer d'entrer dans l'analyse de toutes ces crises. C'est d'ailleurs ce qu'explicitement monsieur mon présentateur venait rappeler. La clé de cette compréhension, c'est de réintroduire dans nos têtes et dans l'information glanée la pensée sur longue période. L'unité de temps pertinente pour examiner ce qui se passe en matière de chômage, par exemple, est au moins la vingtaine d'années, sinon le demi-siècle. Il est impossible, à mon sens, de comprendre quoi que ce soit ce qui se passe sur le marché du travail si on se contente d'examiner les 2 dernières années.
Or, la totalité de la presse économique et financière, des lectures qui vous arrivent, ne concerne que 2 ans. Personne ne fait cet exercice. Et vous ne l'entendez ni dans l'oral ni dans le visuel, et guère davantage par écrit. Mais nous laisserons cette contrainte de l'expression en dehors et nous essaierons, avec ce propos, d'entrer dans le fond des affaires. Je dirais d'une certaine façon que nous sommes les enfants culturels de la dernière grande réussite du monde organisé. Cette grande réussite du monde organisé, c'est cette fantastique période 1945-75, où il n'y a plus jamais de guerre. On sort d'une grosse, mais 30 années sans grande menace, sinon des difficultés territoriales. 30 années d'une croissance non seulement rapide sur la moyenne de la période, de l'ordre de 5% par an, dans tous les pays développés, Amérique du Nord, Europe, Japon. Mais en plus, cette croissance était régulière. On oscillait autour d'une moyenne par moins d'un point de croissance en dessous de la moyenne. Et enfin, ces 30 années, souvenez-vous-en, avaient 3 caractéristiques supplémentaires. Une est bien connue et pas trop oubliée, on la rappelle, jamais une crise financière. Il a fallu passer le cap de l'an 1990 pour que tous les 4 ou 5 ans, nous entrions dans des périodes où l'humanité est menacée d'énormes crises financières, au moins régionales, effets mondiaux et parfois tout entières mondiales. Je ne vais pas les énumérer, on a peu de temps. Vous vous souvenez toujours de celle de 92, qui avait fait gicler la livre sterling, la pesette et la lire italienne en dehors du système monétaire européen. Il y avait eu la chinoise, il y avait eu l'asiatique, je veux dire, il y avait eu la crise de la e-économie, il y avait eu déjà celle de l'immobilier, la crise russe, et naturellement une des crises latino-américaines, qui une fois les normes du système débloquées, était devenue une crise régionale de toutes les Amériques. C'était la première caractéristique corrélative de ces années de croissance régulière. La seconde, celle-là, on l'a beaucoup oubliée, notamment en France. Rappelez-vous-en, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, nous avions vécu 27 ans, très exactement, de plein emploi en France, dans tous les pays développés d'ailleurs, 27 ans de plein emploi. Et la troisième caractéristique, ça allait un peu avec le reste, celle-là personne ne la connaît, les chroniqueurs oublient de la rappeler, les États étaient à l'aise, épargnaient, et ils avaient... Les puissances publiques des pays développés avaient toutes, chaque année, une capacité de financement. L'investissement public était un des moteurs de la croissance. C'était une période donc fabuleuse. Et dans cette même période, nous arrivons à la gérer de manière à ce que la plus grande menace de conflit qui ait jamais été connue dans l'humanité, l'affrontement du système communiste et du système capitaliste se traduit par une guerre froide extrêmement vigoureuse qui ne finit pas en guerre chaude. Formidable succès de l'intelligence humaine, de l'esprit de modération et quand même de la référence à la raison. La référence aux moyens et principes de M. René Descartes était la seule chose qui restait en commun entre le commandement soviétique et le commandement de l'OTAN à l'époque. C'est de là que nous partons, c'est ça que nous avons en tête, et nous l'avons en tête au point de rêver d'un monde qui ne connaîtrait plus de crise financière, mais aussi d'avoir dans la tête qu'une des conditions à retrouver, c'est la croissance rapide et régulière, on voudrait bien. Or, la culture de l'accumulation quantitative et de la croissance rapide, elle fait question maintenant. De cette période inouïe, il reste 3 grands legs. Le premier, c'est la disparition, la mort de l'Union soviétique et du communisme. Immense affaire. Je vais la semaine prochaine à Londres fêter joyeusement le 80e anniversaire de Mikhaïl Gorbatchev. Et c'est du monde entier que lui viendront des vœux de félicitations, parce que c'est lui qui, de l'intérieur, nous a débarrassés d'un système tueur et d'une menace de guerre. C'est un grand humaniste, mais il est en état de fêter son anniversaire avec la dignité que cela mérite qu'à Londres et non pas dans son propre pays. Le deuxième leg de la période, c'est la victoire totale
d'un capitalisme qui vient de gagner de manière écrasante et qui du coup ne croit plus qu'en lui-même et va chercher à se débarrasser de l'État. Et ce sera la clé des périodes suivantes. Et puis, le troisième héritage, j'ai fait une allusion dans mon point précédent, je le reprends, c'est que nous sommes imbibés, imprégnés de la culture du quantitatif et de la culture de l'accumulation permanente, de la croissance rapide. Voilà notre enfance, notre adolescence, la période de nos éducations. Et puis voilà que maintenant, nous sommes à la première décennie, nous finissons la première décennie du XXIe siècle. Le monde a complètement changé et nous avons l'impression d'être dans toutes les crises à la fois. Une crise bancaire et financière, j'y reviendrai un tout petit peu plus en détail tout à l'heure. Crise bancaire et financière qui vous a gravement menacé. Votre président me rappelait que certains d'entre vous ont vu leur chiffre d'affaires baisser en 2009 de 70%, m'avez-vous dit quelques-uns. Vous avez tenu, bravo. Et d'ailleurs, ça va être la clé de cette recherche, comment se défendre contre tout cela. Derrière, on a mélangé les crises bancaires et financières. En fait, il y a deux causalités principales qui n'ont pas joué de la même façon. La crise de la liquidité mondiale et des usages excessifs qu'on en fait est une chose. La crise du système bancaire est distincte. Naturellement, elles se télescopent, elles s'aggravent l'une l'autre, mais elles sont distinctes. Troisième crise, la disparition, mais c'est bien plus ancien ça, la disparition et de la croissance rapide et du plein emploi. Nous n'arrivons plus maintenant, et ça fait une dizaine d'années, à retrouver, quand à un an et avec peine, moins de la moitié du rythme de croissance rapide de la période 1945-1972. C'est-à-dire 72, je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail de ce qu'on sait statistiquement et des raisons, mais c'est de la ligne charnière, nous sortons, et du plein emploi et de la croissance rapide à peu près à ce moment-là. Il m'est difficile d'en rester là pour vous donner la clé du monde contemporain. Je ne peux pas ne pas ajouter la découverte du réchauffement climatique. Nous savions déjà, et c'était l'ordre du jour prévu 10-12 ans à l'avance, c'est-à-dire dans les années 1980, pour une conférence à Rio de Janeiro qui s'est appelée le Sommet de la Terre en 1992, et qui allait avoir comme sujet la rareté des ressources et surtout la pollution, tous les genres de pollution. Vous savez que nous sommes menacés de la pollution rendant inaccessible la plupart de nos nappes phréatiques, beaucoup de nos rivières, les poissons disparaissent de la plupart de nos rivières, pollution chimique, etc. Tardivement, il a fallu rajouter un point à cet ordre du jour, et c'était le réchauffement climatique. Nous savons maintenant que le risque d'une élévation du niveau des océans d'entre 50 cm et 1,20 m ou 30 pendant le XXIe siècle confine à la certitude. Ce qui n'est pas certain, c'est l'ampleur, le niveau et peut-être même son dépassement. Ce n'est pas le seul aspect de ce bouleversement climatique qui va produire des réchauffements, des désertifications de parts de territoire tout à fait considérables, le centre des États-Unis, le centre de la Chine, tout ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient vont s'aggraver, et qu'au contraire, la Sibérie, le Groenland deviendront verts, fertiles. Ces changements sont énormes. Tout cela laisse les experts évaluer aux environs de 150 millions le nombre de gens qui seront réfugiés climatiques, nouvelle catégorie, dans moins de 40 ans d'ici, puisque c'était une prévision pour la moitié du XXIe siècle. À ces millions, ces dizaines de millions de réfugiés climatiques, on ne sait pas quel statut offrir, pour le moment personne n'en veut, et nous aurons donc une nouvelle situation pas très affriolante. Et puis, si nous n'arrivons pas à mettre en place des moyens de combat efficaces contre la production d'effets de serre, c'est-à-dire pour ralentir le réchauffement climatique, la fonte des calottes glaciaires, Groenland et toute l'Antarctique, des glaciers de l'Himalaya,
la fonte de l'ensemble des eaux, des glaces disponibles peut s'accélérer et provoquer une hausse du niveau des océans beaucoup plus considérable que ce que j'évoquais à l'instant. Mais je prends la parole devant vous avec comme souvenir les 2 échecs successifs de la conférence de Copenhague et puis de celle de Cancun, qui n'a pas été traitée par la presse comme un échec général, mais pas loin. Elle a au moins sauvé le principe qu'on devait discuter et garder un rendez-vous annuel. Mais alors qu'à Copenhague, on n'avait même à peu près rien pu signer, en gros. Mais on n'a même pas, à Cancun, décidé de quoi que ce soit. Donc, ces problèmes climatiques, ces problèmes de gaz à effet de serre, liés à la raréfaction progressive de nos ressources en énergie fossile, viennent compléter le paysage du monde dans des conditions qui font que notre besoin de sortir des 3 crises, bancaires, financières et macroéconomiques, ne peut pas s'appuyer sur la croissance comme avant. Car nous étions consommateurs de trop d'énergie fossile, producteurs de trop de gaz à effet de serre et consommateurs de ressources rares, minérales, notamment pétrolières, bien trop largement. Et donc il faut entrer tout cela dans l'affaire. Je serai moins disert sur le reste du paysage mondial, mais je ne peux pas dire qu'au milieu de tout ça, la montée en puissance générale, observable partout, de la violence civile, la connexion de la violence civile avec la drogue, et parfois, dans quelques cas, avec des revendications identitaires non traitées. Le Sri Lanka est dans ce genre de situation. Ce qui reste de revendications nationalistes en Corse est tenu en main par quelques fous qui continuent à tuer et qui sont en connexion avec la mafia. La respectabilité de la cause n'est plus là, le souvenir est là. La Fédération de Russie, qui déjà n'est plus que les 2/3 de l'ancienne Union soviétique. Elle a vu partir toutes les républiques baltes et toutes les républiques caucasiennes qui ont pris leur indépendance. Cette Fédération de Russie a 84 unités administratives qui ont pratiquement quasi chacune leur langue, sinon chacune leur ethnie. Et la période de recherche d'une stabilisation autour d'un équilibre mondial nouveau et d'une forme d'organisation et de commandement, un peu de démocratie, commence en Russie, on n'en avait pas l'habitude. Cette période de recherche ethnologiquement difficile se fait dans ce climat-là. Et c'est au milieu de tout ça qui nous sort dans la timidité condamnante de l'islam modéré. Les théologiens islamiques, les théologiens musulmans, considèrent que la mort n'est pas un instrument de travail du prophète. Ils considèrent que le Coran ne donne à personne l'ordre de tuer au nom de la foi. Mais ils le disent timidement, parce que les 0,05, 0,6%, 0, quelque chose de citoyens musulmans qui donnent dans le terrorisme assument une espèce de fonction de combat contre un Occident que le monde musulman considère en général comme marchand, matérialiste, intéressé seulement à l'argent et non plus aux valeurs morales. Et c'est cette ambivalence qui rend timide le grand clergé musulman. Et en traitant le terrorisme comme une affaire de guerre, qui dit guerre dit territoires et populations, au lieu de le traiter comme une affaire de police, qui dit police, dit traitement individuel d'individus coupables, quel que soit le reste de la population, et si possible en ne la mettant pas en cause. C'est ça la différence. La faute faite par le président Bush nous a mis le monde entier dans une difficulté tendue, des risques de violence, dans toute la relation des pays d'origine chrétienne avec les pays d'origine musulmane. Nous avons peu d'années pour corriger cette pente dangereuse avant qu'elle ne donne forme à des affrontements beaucoup plus vigoureux et beaucoup plus violents, et ça fait partie des problèmes à traiter en même temps que la sortie de crise, en même temps que c'est sur quoi vous m'avez demandé de vous donner quelques conseils de pilotage des entreprises pour tenir du mieux possible. Alors tout ça est mélangé et tout ça joue à la fois. Alors, cet inventaire n'a rien de très affriolant par rapport à cette tranquillité. Souvenez-vous encore tout de même, beaucoup d'entre vous étaient largement en vie et conscients
de la fin du mur de Berlin. On a pu quelques années rêver de paix. On se disait tous, fini le risque d'explosion, il n'y a plus que le bonheur dans la consommation, il ne fait pas de mal, ils vont se mettre à aimer les loisirs, aimer le confort, on est capable de produire ce confort, ça va bien comme ça, et il n'y a plus à l'horizon dans le monde que la paix. On a dû vivre dans cette béatitude d'une tranquillité retrouvée une demi-douzaine d'années. Et puis, entre la découverte de l'histoire de l'effet de serre, les premières annonces dangereuses, Enron, LTCM, ces noms vous disent quelque chose, les premières grandes crises d'instruments bancaires mondiaux qu'on a pris comme des avatars uniquement liés à une mauvaise gestion locale. C'était les signes avant-coureurs de ce qui allait venir, à l'évidence. Mais personne ne les a traités comme tels. Et on vous avoue, les chefs d'entreprise essaient de vous débrouiller dans le terrain concret sans attirer votre attention sur les risques nécessaires du côté de la sphère financière. Et maintenant, nous sommes devant cette espèce de panique que j'ai trouvé remarquablement esquissée par le petit graphique qui avait été projeté tout à l'heure, où les têtes étaient dans la fumée, bien entendu. C'est là que nous en sommes. Alors j'ai un peu envie, pour la fin de mon propos, de commencer en faisant le point sur qu'est-ce qu'on sait vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Il faut commencer par la méthodologie. La fin du XXe siècle donnait l'impression, on avait réussi pas mal de négociations de contrats, de traités, que le monde apprenait à vivre collectivement et à prendre des dispositions relativement efficaces. On avait créé les règlements de Bâle I, c'était déjà une tentative de limiter le désordre de la finance. On avait signé le traité de non-prolifération nucléaire. On a même, pendant cette fin du XXIe siècle, signé un autre traité interdisant les mines terrestres. Et nous étions dans un effort infatigable pour faciliter le commerce en diminuant les droits de douane et les entraves un peu partout. Plusieurs rounds douaniers, celui de l'Uruguay Round d'abord, non, l'Uruguay Round c'est le dernier, celui du Tokyo Round, le premier, qui était une réponse des autres pays développés à la création entre nous, Européens, d'un marché commun dont les autres avaient peur qu'il soit trop protectionniste. De fait, l'engagement initial du traité de marché commun, qui était que notre tarif douanier extérieur commun, à l'époque, serait la moyenne arithmétique de tous nos tarifs douaniers, nous sommes maintenant à 12-13% de ça, en dessous. Ils sont devenus pratiquement négligeables, vous le savez bien. Restent les problèmes de l'agriculture et des services, c'est toute autre chose, c'est plus compliqué. Mais le XXIe siècle, c'est le ratage total, c'est la crise. C'est 5 échecs de suite dans la poursuite des négociations du cycle douanier de Doha. C'est l'échec de Copenhague, suivi de celui de Cancun. C'est tragiquement le torpillage de la vaste espérance à laquelle conjointement les deux présidents Obama et Medvedev avaient laissé aspirer le monde en disant qu'ils prenaient l'engagement de préparer un monde d'où seraient éradiquées les armes nucléaires. Et puis est venue en septembre dernier à Washington la conférence quinquennale de révision du traité de non-prolifération qui a accouché d'une souris. Il finit du rêve de se voir débarrasser de tout ça. Je pourrais continuer. 21e siècle, tout ce qu'entreprend le monde rate. La seule exception un peu forte, la seule exception, elle est d'hier soir, enfin, ou d'hier midi. Le Conseil de sécurité a enfin décidé de tenter de mettre à la raison un dictateur qui passait au rang de criminel de guerre de première grandeur, j'ai nommé le colonel Kadhafi. C'est depuis 11 ou 12 ans le seul succès mondial de quelque chose, et c'est du défensif. Mais enfin, il est salubre pour le traitement général de nos problèmes. Contre ça, la mise en place d'une Cour pénale internationale dont n'acceptent le fonctionnement ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, mais quand même, il faut bien commencer. Ça, plus le vote du Conseil de sécurité sur Kadhafi, il n'est plus possible de massacrer son peuple chez soi.
C'est un petit progrès dans l'organisation du monde, mais pour équilibrer le bilan que je vous présente en ouvrant, ce n'est pas très suffisant par rapport à tout le reste. Et par rapport à tout le reste, il faut comprendre. Alors faisons le point déjà de ce qui arrive sur le plan météorologique. Vous savez qu'il y a eu une énorme controverse, que en gros la corporation des géologues, détenteur d'un vrai savoir mandarinal et respecté depuis l'Antiquité, a vu avec colère et irritation monter une nouvelle profession dans le champ de la science, profession d'amateurs, de rigolos, qui se mettaient à écrire, à travailler sur le climat sans en avoir la qualification mandarinale. Bref, les géologues ont beaucoup travaillé, et les vulcanologues tout spécialement, à essayer d'éroder l'autorité scientifique des climatologues, bien souvent des écolos barbus dans leur jeune temps et un peu prophétiques, mais capables de devenir sérieux et qui fournissaient quand même une vraie science. Et les climatologues sont en train de gagner cette création, le GIEC, le groupe d'études internationales pour le climat. Incidemment, personne ne sait comment il est né, celui-là. Je vais vous le raconter. C'est un très grand secrétaire général des Nations Unies qui s'appelait M. Pérez de Cuéllar, qui en a eu l'idée. Le secrétaire général des Nations Unies est un monsieur qui est là pour prendre note et pour exécuter ce qu'il y a rarement de commun dans l'édition des nations membres. Et d'abord des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Il n'est pas trop encombré de travail puisque les accords entre les 5 sont rarissimes et que le Conseil de sécurité est plutôt le point focal de confrontation de leurs intérêts contradictoires. Mais le secrétaire général des Nations Unies a une espèce de fonction de gardien. Et c'est ainsi qu'en 1986, il a convaincu deux des agences, l'une énorme, seigneuriale, pachydermique, dont on n'imagine pas qu'elle s'occupe d'autre chose que de nous faire le bulletin météo de demain matin, l'Organisation météorologique mondiale, et l'autre était une agence bien plus petite, plus récente, plus nerveuse, mais mal dotée et sans pouvoir contraignant, c'est le Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est la jonction de ces deux agences qui a créé le groupe international d'études du climat, groupe qui, de 5 ans en 5 ans, puisque c'est le rythme de ces rapports, est en train de nous apporter les savoirs que nous avons. Et les savoirs, ils sont hors de doute. Premièrement, ce réchauffement va mettre un vrai désordre dans l'organisation du climat tel que nous la connaissons. Ça ne peut que multiplier inondations dramatiques, typhons, tsunamis, etc., etc. Ça fait partie des acquis, nous le savons. Nous savons aussi qu'on n'échappera pas à une élévation du niveau des océans pouvant atteindre 1 mètre ou 2 mètres. Au-delà d'1 mètre, il y a une demi-douzaine de nations membres des Nations Unies qui disparaissent de la carte. Et je vous donne un sigle à repérer dans la tête. AOSIS. AOSIS, c'est le nom de l'association, elle n'est qu'association, ce n'est pas une fédération, des 43 États membres des Nations Unies qui sont des États insulaires. Alors, il n'y a pas l'Australie dedans parce que son île est un continent, elle toute seule, c'est trop gros, c'est plus une île, c'est un continent. Mais même la Nouvelle-Zélande y est. Sur ces 43 nations insulaires, la moitié sont menacées de disparaître de la carte, d'être rayées, dès l'instant que la montée des eaux des océans dépasserait 2 mètres, 2 mètres 50, sinon même un peu moins. Ce collectif de nations, peu peuplées, elles sont relativement petites, mais enfin on doit être dans la 20aine de millions quand même, et fondé à considérer le reste des nations comme assassins ou comme criminels, quand ils sont incapables de prendre des décisions pour essayer de combattre l'effet de serre. Retenez aussi dans la symbolique, ça servira le tout petit nom du Tuvalu. Le Tuvalu est un membre des Nations Unies. L'Angleterre a décolonisé comme elle a voulu, en faisant un peu n'importe quoi. La France ne fait pas ça avec Wallis et Futuna, 14 000 habitants. C'est la porte à côté là-bas. Nous continuons à le maintenir parce qu'on ne sait pas où il est. Le Tuvalu est donc indépendant devant les Nations Unies. Il est le premier État, c'est pour ça que je vous demande de retenir ce nom, qui a commencé l'exploration diplomatique de savoir où il pourrait bien placer sa population quand il disparaîtrait sous les eaux. C'est à l'horizon vue humaine. Pour le moment, personne n'en veut. Seule la Nouvelle-Zélande a osé dire « nous vous donnons un statut de travailleur immigré », qui a fait modérément plaisir à la diplomatie tuvaluenne. Aucune sanction, naturellement. Il y a 10 ou 15 ans de tranquillité. C'est de la bagarre pour les noms de nos enfants. Je vous donne simplement un nom symbole, car ce symbole ressortira. C'est le premier menacé.
Vient ensuite le problème de l'énergie. Il y a un grand débat parmi les experts sur le fait de savoir à combien d'années nous sommes du fameux pic pétrolier. Quel est le pic pétrolier? On appelle pic pétrolier, c'est un concept pour le moment. Le moment où le volume maximal, le volume de la production pétrolière et gazière annuelle aura atteint son maximum, avec la certitude qu'ensuite on ne pourra que décroître. Tellement on retrouvera moins de ressources nouvelles. Nous avons déjà passé il y a 15 ans le moment où chaque année, l'humanité trouve moins de pétrole nouveau qu'on en a consommé dans l'année. Jusqu'à il y a 15 ou 20 ans, on redécouvrait chaque année plus de pétrole supplémentaire qu'on en avait consommé dans l'année. Et tout le monde était euphorique. Bon, nous allons vers le pic de pétrole, ce qui voudra dire que nous allons vers une période où la rareté du pétrole et l'impossibilité d'avoir une fourniture de volume d'offres suffisant entraînera sur son prix des résultats tout à fait redoutables. Ce qui fait une bonne raison de chercher à économiser pétrole et gaz, les énergies fossiles, autant qu'on peut, qui s'ajoute à l'autre, qui est que la production d'énergie à partir de sources d'énergie fossiles ne se fait qu'en produisant des gaz à effet de serre aggravateurs de l'effet de réchauffement climatique. Cette situation est épouvantable et jusqu'à il y a 15 jours, la plupart des gens de l'humanité raisonnable s'apprêtaient à ouvrir le dernier combat contre les écolos en disant « laissez-nous faire du nucléaire, après tout, il est quand même beaucoup plus sûr pour la survie de la planète, on y risque des accidents ». Mais il ne produit pas d'effet de serre, il n'aggrave pas la rapidité avec laquelle la Terre se transforme en poêle à frire. Depuis la crise de Fukushima, il y a doute. Et la loyauté exige que toutes les autorités nucléaires fassent la revue du degré de sécurité de la totalité de leurs installations et qu'on regarde d'assez près de quoi ils retournent. L'ennui, c'est que le nucléaire a une espèce de proximité, de cousinage, aussi bien avec la bombe qu'avec le cancer. Et cette énergie, par ailleurs non toxique, se produit dans des conditions d'une dangerosité potentielle vraie. Dans cet apparentement avec soit la bombe, soit le cancer, toutes les conditions sont réunies pour interdire la sérénité de l'examen des données. Tout le monde devient furieux, et sur le nucléaire, on ne parle plus, on s'engueule. On s'étripe, on hurle des slogans. Un commissaire européen, le commissaire européen à l'énergie, vient de parler d'apocalypse hier, ou il y a 3 jours. Je pense qu'il est de la responsabilité des autorités publiques de garder une réserve de langage et d'éviter ce genre de mots. Je n'exclus pas que l'humanité capable de réfléchir sérieusement finisse par décider tout de même qu'il est plus sage d'en rester à du nucléaire mieux contrôlé, coûtant plus cher s'il est mieux contrôlé, que d'accélérer le réchauffement climatique en abandonnant le nucléaire et en poussant par exemple la Chine, ce dont elle est tentée en ce moment, à interdire ses constructions de centrales nucléaires nouvelles. Mais dans la Chine d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais qu'on construit 2 centrales thermiques à charbon par semaine. 2 nouvelles par semaine. Et que tout ça, c'est du gaz à effet de serre. Nous sommes là toujours dans l'ordre des certitudes, et c'est une autre certitude dans ces domaines que la survenance de ces réfugiés climatiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on sait dans nos domaines bancaires et financiers ? Là, il faut décoder ce qui s'est effectivement passé. Il n'y a pas d'ordre logique, tout se cumule et les causes initiales sont distinctes les unes des autres. Qu'est-ce que c'était que les subprimes ? Les subprimes sont une pratique de la banque hypothécaire américaine en matière de logement qui est venue du souci suivant. Dans l'atmosphère monétariste, l'atmosphère Reagan, Bush père et surtout Bush fils, coloré Milton Friedman du point de vue du discours économique, je viendrai un peu à ce point de doctrine tout à l'heure, l'idée que des gens se battent pour partager les richesses est mal vue.
C'est embêtant, la lutte des classes, et c'est bête qu'il y ait des salariés, et des patrons et des syndicats. Nous devrions être tous propriétaires et tous capitalistes, et après tout, ce serait peut-être pas bête. D'où l'idée en tout cas que tout le monde déjà soit propriétaire. Et les États-Unis sont allés très fort là-dedans. Bush lui-même en a parlé à de nombreuses reprises. Le système bancaire américain a pris ça pour un ordre et a compris que la société américaine lui donnait mission de prêter à tout le monde pour se loger. Et prêter à tout le monde pour se loger vite supposait probablement de prêter non pas un peu moins que la valeur du bien immobilier qu'on achète, cette diminution étant destinée à revigorer l'apport personnel et le concept d'apport personnel, mais plutôt un peu plus pour que dans le volume du prêt, il y ait aussi le volume de la peinture, des travaux, des appareils ménagers internes, les 10 ou 15% qui est inévitablement de dépenses supplémentaires autour d'un nouveau logement. Et à tout le monde, la banque se disant, après tout, ils ont raison, tout le monde doit pouvoir se loger. C'est vrai que c'est de la responsabilité de l'emprunteur d'y savoir s'il peut ou s'il ne peut pas. Pourquoi payer des services bancaires incroyablement lourds pour aller faire l'examen des revenus des gens et faire passer une espèce d'examen de passage de revenus et de solvabilité à tous nos clients? On va économiser de l'argent, et si ils ne peuvent plus payer, on vend les maisons, c'est le droit. Notre certitude, enfin notre probabilité de refaire nos rentrées de fonds et de faire un peu de profit à nous banquiers, elle est dans la valeur de la pierre beaucoup plus que la solvabilité des clients. Après tout, pourquoi pas? D'où la ruée, c'est toute la fin du XXe siècle et les 5 ou 6 premières années du XXIe, ruée générale de tout le système bancaire des États-Unis vers les crédits à surprime, subprime, puisqu'on fait payer un peu plus cher de taux d'intérêt à ceux qui n'affichent pas un revenu garantissant une solvabilité suffisante. Il est arrivé ce qui est arrivé, vous le savez très bien, l'année 2007, 1 500 000 familles américaines, familles, et comme il s'agit des revenus bas de gamme, ce sont en général des familles à beaucoup d'enfants. Ça fait une demi-douzaine de millions d'enfants mis sous les pots au moment des examens. 1,5 million de familles américaines sont expulsées et ça fait exploser une espèce de drame social. Ça, on vous l'a dit, ça a été raconté. Bon. Le calcul selon lequel, pour que le système bancaire rentre dans ces fonds et qu'on n'ait pas de crise bancaire, il aurait fallu en expulser 3,5 millions à 4 millions. Ce calcul-là est resté plus discret. C'est dommage. On a besoin d'être informé comptablement. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé si fort vers ce besoin? Parce que les policiers ont refusé. Le métier de policier, on le choisit en général pour aider plutôt ses concitoyens. Ce ne sont pas de mauvaises gens. On n'y va pas pour taper, on y va pour essayer que les autres se tapent le moins possible les uns sur les autres. Engorgement total des tribunaux et mauvaise humeur des tribunaux. Colère des élus locaux qui abandonnent immédiatement leur long soutien à Milton Friedman. Moi, on a des tas sur le dos et mieux on se débrouille. Déréguler tout et vous verrez comme ça se passerait très bien. Pour dire immédiatement, attention, il faut réguler tout ça, ne nous mettez pas la révolution sur place. Donc il y a déjà là un problème, mais attention, faire des crédits de cette nature n'est pas du vol. C'est inventer une procédure durcissant les relations sociales. C'est mettre dans l'échange un peu plus de brutalité. Mais ce n'est pas du vol. Simplement, le risque était tel que, voilà, l'essentiel des banques américaines menacées de faillite. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ce que n'importe quel banquier aurait dû faire, c'est d'évaluer le risque, de le provisionner, bien entendu, de soumettre leurs provisions d'abord à leur conseil d'administration, mais surtout aux autorités de tutelle bancaire, et d'essayer d'obtenir des tutelles ou des tribunaux un quitus d'un montant suffisant de provisions pour garder une signature légitime. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Vous avez lu dans la presse un mot, vous n'êtes pas banquier vous autres, donc ces techniques ont pu vous échapper. Le mot de titrisation. Ce mot décrit une nouvelle technique bancaire, une invention de la science financière, de la mathématique financière, une science tout à fait nouvelle dans laquelle l'honneur de notre pays est d'ailleurs d'avoir beaucoup contribué. Nous sommes très très bons dans la science financière. L'usage qu'en ont fait bien des acteurs sur le marché,
ne correspond pas à l'éthique qu'on aurait voulu lui préserver, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que la titrisation? C'est la transformation d'un prêt qui est une dette personnelle à une banque qui reste au bilan de la banque aussi longtemps qu'il n'est pas remboursé. C'est une immobilisation d'une certaine façon. Et on appelle titrisation la transformation de crédits de cette nature en actifs financiers susceptibles de figurer au bilan et susceptibles d'être vendus de banque à banque. Et pour que la titrisation se fasse bien, on a inventé deux secondes techniques pour titriser ensemble, en un seul titre financier nouveau, plusieurs créances distinctes. Et voilà tout le système financier américain qui fait des produits financiers nouveaux vendables dans le monde entier. Il en a vendu dans à peu près le monde entier. Et comprenant une ou deux créances de subprime mélangées avec 7 ou 8 créances saines. Dans la théorie bancaire, c'est un petit pas d'aggravation de la théorie de la dilution des risques. Théorie mathématique sur laquelle le métier bancaire s'exerce. Quand on franchit ce taux de risque, moi je ne vois plus d'autre mot sémantiquement que celui de vol qualifié. Et ce n'est pas une volonté d'être désagréable avec le monde bancaire qui me fait parler comme ça. C'est le fait qu'il faut que tout ça se termine devant des tribunaux, qu'il y ait des indemnités, des condamnations, et qu'on ne condamne que ce que l'on a nommé, que le délit nommé correspondant à quelque chose d'écrit au code pénal. Je vous en laisse l'appréciation. Mon avis est qu'on est passé au vol qualifié. En tout cas, ont accepté des titrisations incorporant des créances pourries, toutes les banques des pays développés, en gros, plus ou moins. Plus on est anglophone ou financier de culture de presse, Japon, et plus on est envahi. Plus on est continental européen parlant d'autres patois et moins on est touché. Et il est frappant que toute la banque chinoise, la Chine a une activité bancaire formidable maintenant, ça compte par milliers de milliards de dollars d'activité par jour, n'ont pas touché à ces nouveaux crédits. Et la banque islamique non plus, pour des raisons de définition des critères de méfiance un peu plus exigeantes. C'est un signe. Et des pays comme la France, et d'une certaine façon l'Allemagne aussi, y ont touché beaucoup moins que pas mal d'autres. Mais dans notre zone européenne, les plus ravagés par cette mode financière sur laquelle ils se sont rués, c'est d'abord l'Islande, puis l'Irlande, la Grande-Bretagne bien sûr, le Portugal, les Pays-Bas, tout pays de longue tradition de relations commerciales et financières avec les Anglais. Voilà un premier élément de crise. Quand Lehman Brothers fait faillite de ce fait, le gouvernement américain n'en est pas à dire il faut tout sauver. On ne dispose pas des moyens de calcul permettant d'évaluer ce que pourra faire une faillite de Lehman Brothers. Et on a dans la tête qu'il faut bien punir quelque part ceux qui ont pris trop de risques. Et donc le gouvernement américain finalement a laissé tomber Lehman Brothers après avoir fait des efforts gigantesques pour sauver le reste du système. Partout ailleurs, les pays développés vont avoir comme réaction, devant cette crise de la finance privée, cette crise mondiale était uniquement une crise de la finance privée, on va l'aider en transformant le drame privé en une dette publique. Et ceci par le canal de garantie donné par les contribuables. Le montant donné en garantie représente aux États-Unis un bon 70% du PIB local. Ces garanties marchent. Il est probable que, l'espèce sonnante et trébuchante, on ne dépensera pas le 10e de la garantie. On peut en dépenser 20%. Et on peut en Irlande ou en Islande observer une dépense qui monte beaucoup plus haut. Pour les États-Unis, il s'agit donc de 70% du PIB. Pour la Grande-Bretagne, à peu près 60-70% du PIB aussi. Et en Europe, seulement 36%, en moyenne, dans la zone euro. C'est donc un effort absolument gigantesque. Mais cet effort a eu comme résultat de mettre fin à l'arrêt des échanges interbancaires, du crédit interbancaire. Donc d'interdire une transmission de la récession qui commençait par le canal bancaire.
C'était donc indispensable, ce fut bien fait. Reste que les États étaient déjà en assèchement, je vais dire tout à l'heure un mot là-dessus, profond depuis toujours. Et vous avez quantité de professions, souvent de vos journaux professionnels, qui en profitent maintenant que le drame est devenu celui de la dette publique, pour mettre l'index, la mauvaise gestion. S'il y a dette publique, c'est qu'il y aurait mauvaise gestion. Les salauds. Bon. C'est d'ajouter une condamnation pour attirer votre solidarité sur le fait que l'État, faut se débarrasser de le faire ressortir de là où il est et en débarrasser le marché, alors qu'il est le dernier garant et qu'on est bien content de l'avoir retrouvé. Et deuxièmement, ce sauvetage du pouvoir bancaire partout dans le monde a eu pour résultat qu'il a repris aussi son autorité et sa nécessité. Et comme on ne fait rien sur l'autre aspect de la crise, celui auquel j'arrive dans un instant, qui est le chômage, la presse vous donne l'impression qu'on est en train de sortir de crise sur le plan financier, et en effet, la bourse se réveille, merci. Mais nous restons à croissance lente et avec un chômage et surtout un volume de main-d'œuvre en précarité, en situation précaire, qui est terrifiante. Il n'empêche que le discours est reparti, laissez-nous travailler, vous voyez bien qu'on sait sortir de la crise, le pouvoir bancaire est en train de gagner contre les pouvoirs publics, contre toute idée de modifier structures et règlements dans des conditions suffisantes. L'exemple majeur, c'est l'exemple de la disposition législative et l'aide Franklin Roosevelt, qui nous a assuré les 30 ans de paix sans crise financière que j'ai évoqué tout à l'heure quand je décrivais la grande croissance. La loi porte un nom, elle s'appelle Glass-Steagall, du nom de 2 sénateurs. Elle est de 1934, elle est de proposition Franklin Roosevelt. Qu'est-ce qu'elle dit ? Nous avons besoin de banques et d'institutions financières dans nos sociétés, naturellement. Interdiction de confondre les métiers. Quiconque fait métier de gérer le dépôt d'argent pour les entreprises ou pour les citoyens privés se voit interdire de participer à des activités financières à risque. La gestion des dépôts doit être sûre. On se déclare banque de dépôt, on ne vient pas en bourse. Et à l'inverse, les banques d'affaires, les banques d'investissement font pour métier de financer le risque. Il n'y a pas d'économie sans financement du risque, bien entendu. Mais on est banque d'affaires avec ses fonds propres ou des fonds dédiés. Vous êtes épargnant, vous avez envie de jouer votre chance sur un fonds d'investissement nouveau, allez-y. Et on dépose les pots dans une banque d'affaires, etc. Cette séparation avait mis fin au désordre financier de la période 1929-32 et a préparé un système financier qui a tenu 40 cas, plus que ça, qui a tenu jusqu'en 1997, puisque c'est en 1997 qu'il est annulé aux États-Unis. En France, c'est un social-démocrate, mon copain Jacques Delors, nous avions tous été impressionnés par la puissance et l'efficacité de ce capitalisme financier qui semblait promettre monts et merveilles. Et les sociaux-démocrates, moi compris, sont compromis dans tous ces mouvements qu'on a accompagnés pour faire râler nos Mélenchon et nos Besancenot locaux, bien entendu, mais nous étions dans le processus d'accoutumer la social-démocratie française et ses partis constitutifs, syndicats ou partis politiques, à l'idée que le capitalisme, ça peut marcher sous condition qu'il soit à peu près régulé. Et c'est sous mon gouvernement que nous avons terminé avec l'ouverture générale de tous les mouvements de capitaux. J'ai eu un petit conflit local avec mon ministre des Finances, Bérégovoy, j'aurais voulu le négocier contre 2 choses. Un peu de régulation mondiale d'une part et l'engagement plus ferme de l'Allemagne vers l'euro, à l'époque c'était nécessaire, c'est allé plus vite, le monde poussait, je n'y ai pas vu d'inconvénient et vous ne m'avez pas entendu me plaindre. Bref donc, voilà un peu où nous en sommes, avec comme risque que les excès de placements spéculatifs et d'accueil de la malhonnêteté bancaire sans trop regarder, les excès par absence de système de sanctions, ne recommencent à nous mettre devant la possibilité de voir éclater des bulles financières. Parce qu'en plus, je n'ai pas tout à fait fini sur ce sujet, il faut parler d'autre chose. Dans la période de la grande croissance que j'ai évoquée tout à l'heure pour en faire le rappel, il y avait un élément de plus du cadre qui assurait cette régularité, cette solidité, cette efficacité. C'était qu'on avait un monde de change fixe. Il
il y avait un système monétaire international qu'on appelait l'étalon de change or, négocié, proposé en partie par Keynes et négocié à Bretton Woods en 1945, et qui consistait à dire que toute partie prenante au système mondial qui veut échanger et payer à d'autres qu'à lui-même peut le faire dans 3 monnaies, l'or, le dollar et la livre sterling. La condition, c'était échange fixe entre dollar, livre sterling et or. L'or valait 35 $ l'once et le gouvernement des États-Unis s'engageait à respecter la rigidité de ce taux, ce qu'il a fait de 45 à 71, ça fait quand même 26 ans, c'est pas mal. Reste que cela voulait dire que pour les économies américaines et anglaises, le solde, si l'échange était fixe là-dessus, devait se passer par des mouvements de population. Mais pour le reste du monde, on pouvait dévaluer, à condition de prévenir, de le faire pour souvent et de négocier, bien entendu. Tel était le système qui assurait la stabilité générale du système et l'absence de crise financière. Mais dès ce moment-là, les Américains ont joué un peu de facilité et le fait que leur monnaie devenait monnaie mondiale facilitait leur fin de mois. Ils n'avaient plus besoin de faire leur compte puisqu'ils payaient dans leur monnaie. Ils n'avaient plus besoin de faire de compte externe. Et donc, ils se sont laissés à la facilité en finançant très mal le début de sécurité sociale qu'ils faisaient chez eux. Et on amorce une pente américaine d'acceptation d'immenses déficits publics dès les années 50. Puis vient la guerre du Vietnam, que les Américains traitent à leur manière, c'est-à-dire une industrie de la guerre où le luxe du moyen doit éviter la mise en risque des hommes. Et ça coûte 2-3 milliards de $ par jour. Si bien que le budget devient intenable et qu'en 1971, les États-Unis n'ont physiquement plus le choix qu'entre l'arrêt presque immédiat de la guerre du Vietnam et l'arrêt de ce flux de dépenses, plus l'arrêt de pas mal de programmes sociaux pour équilibrer leur budget et tenir la parité de 35 $ à l'once, ou y renoncer et de couper la parité. La bataille est très dure au cabinet du président de l'époque qui s'appelle Nixon. Et en février 1971, la bataille est gagnée par les plus jeunes de ses conseillers, avec à leur tête une brute nommée Dick Cheney. Retenez les noms maudits. Monsieur Cheney n'a pas fini de semer sa mauvaise graine intellectuelle pour mettre le monde en pagaille, puisqu'il est un éco-auteur du système dont nous vivons actuellement la crise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, vous êtes très bien placé pour comprendre, vous travaillez sur du lourd, vos machines, que vous les louiez, que vous les vendiez, c'est du lourd, et ça va chez des gens qui sont obligés de prévoir leur avenir et leurs travaux pour plusieurs années. La rupture du lien entre le dollar et l'or fait qu'il n'y a plus de cadre rigide des prix. Tous les prix deviennent volatiles. Et tous les prix devenant volatiles, les taux de change deviennent volatiles aussi. La plupart de vos prédécesseurs, fabricants de produits lourds, commerçants de produits lourds, fabricants et commerçants, et s'occupant d'activités qui n'ont de sens qu'en nombre d'années, se retournent vers les assureurs et les banquiers et disent qu'est-ce qu'on peut pour limiter la casse de l'incertitude et surtout de la volatilité. La technique veut qu'il y ait 2 raisons à la volatilité des taux de change, pour ne commencer que par eux. La première, c'est que quand il y a différence dans le rythme de croissance des productivités de 2 économies, elles s'arbitrent par le taux de change. C'est très lent, c'est tectonique, c'est complètement irrépressible, mais c'est lent et c'est même calculable ou anticipable, parce que c'est à des rythmes sur lesquels on peut faire des fourchettes d'évaluation. Et puis, il y a le risque physique de l'insuffisance momentanée de l'offre pour satisfaire une demande physique à un endroit, un lieu physique connu. Et là, quand il s'agit ou de pétrole ou de denrées alimentaires, l'histoire est pleine d'exemples de prix qui ont doublé en quelques jours, sinon en quelques heures, devant un manque physique. Ce sont ces volatilités-là contre lesquelles il est peut-être possible de s'assurer. Et la science financière, en effet, a étudié des contrats qui, prenant assise sur une tendance longue à la hausse légère et régulière, s'il y a
hausse légère régulière sur tendance longue, on peut anticiper sur cette hausse et en faire le facteur de rémunération d'un contrat d'assurance sur des variations plus brutales. Ainsi sont nés des contrats d'assurance prix qu'on s'est mis à appeler contrats dérivés. Le bon usage des contrats dérivés, c'était qu'à côté d'un contrat concernant du blé, des voitures ou des puces électroniques ou n'importe quoi, abondamment décrit dans sa nature, dans sa qualité et dans sa quantité, et visant une date d'évaluation précise dans le contrat, on passe un contrat annexe en disant à la date de, c'est dans 14, dans 18, dans 24 mois, je vous paierai tel prix, dans telle devise. Et c'est cette assurance-prix qui permet de digérer ce qui passe sur le marché avant. Là est l'invention, jusque-là non toxique, de la science financière. Mais qui dit marché dit spéculation, on s'y amuse. Et qui dit marché aussi dit immense réserve de jeu de l'imagination des peuples. Tout le monde sur les marchés financiers s'est mis à inventer la beauté du jeu qu'il y aurait à découpler les contrats dérivés assurance-prix de leur contrat principal. Le contrat d'assurance-prix découplé de son contrat principal demeure simplement une assurance de paiement de temps dans telle monnaie à tel prix à tel moment, donc un pari sur un avenir de prix, et on peut échanger ça, ça peut s'acheter, ça peut se vendre. On peut avoir confiance relative dans l'anticipation. Et ça a des avantages inouïs. On peut acheter et vendre et donc faire des résultats heureux sur ce marché. Et puis comme on est déconnecté de l'économie réelle, écoutez bien ceci, il n'y a plus de limite physique à l'extension possible du volume de tel marché. Et à l'ordinateur, on va jouer. Une des conséquences, en 1970, la dernière année d'avant Nixon, d'avant la décision de rupture, donc de régime stable, pour $1 qui circulait dans le monde pour des raisons commerciales, importation, exportation, paiement de services, il circulait aussi $1 financier pour des raisons financières, paiement de dette, prêt, emprunt, transfert de propriété, titres financiers. En 2006, avant que la crise devienne tout cassée, nous étions passés pour $1 commercial circulant dans le monde tous les jours à 120, entre 120 et 140 $ financiers. Une folie générale. Et on s'éloignait, les volumes sur ces marchés s'éloignaient de plus en plus de la réalité de la matière dont on parlait. Je vais essayer de réveiller dans vos mémoires un souvenir en particulier. Vous vous souvenez certainement qu'en 2007, avant que nous tombions sous la préoccupation de nos propres faillites en pays développés, les Lehman Brothers, on a vécu le printemps à la lumière des nouvelles concernant les émeutes de la faim en Afrique. Une quinzaine de pays en émeute. Pourquoi? Le prix du pain, du lait, de quelques autres, du maïs, échappait aux fortunes des gens qui sont à $2 par jour de revenus. Impossible. Même le lait. Et pourquoi? On n'a sur aucun de ces marchés enregistré de manque repérable et mesurable de l'offre. Il y a toujours eu une offre en quantité suffisante, toujours, y compris sur celui du pétrole. Or, celui du pétrole, il a quand même quadruplé de l'an 2000 à l'an 2006. Ça s'est arrêté avec la récession. Pareil sur certaines denrées alimentaires. Ce 21e siècle est celui de toutes les découvertes. C'est au début du 21e siècle que les produits dérivés se sont mis à s'intéresser aux produits alimentaires, notamment le blé, le riz, le maïs, le soja et le lait. Et voilà les morts de faim de ces 15 famines en Afrique. Or, les 3 G20 qui ont fonctionné n'ont réussi à prendre aucune décision de limitation ou d'interdiction sur le champ de ces produits dérivés. On va continuer, nous savons maintenant que nous allons continuer avec les mêmes licéités, les mêmes permissions de faire à peu près n'importe quoi sur ces marchés. Et peut-être même à peine de contrôle en plus. Voilà où nous en sommes dans la bagarre du champ financier. Or, on n'a pas parlé du reste.
Et le reste, c'est la crise plus profonde et plus ancienne. C'est celle qui fait voter non au référendum en Hollande ou en France, voire en Allemagne. Vous aurez voté non aussi s'ils avaient voté par référendum, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'après les 30 ans de plein emploi, de la grande croissance que j'évoquais tout à l'heure, nous avons maintenant, dans tous les pays développés, la France n'est pas beaucoup un cas particulier. On a des rigidités d'État un peu plus fortes qu'ailleurs. Mais tout ça est mondial. Tout ça est mondial, pays développés. Nous avons maintenant entre 15 et 18% de main-d'œuvre précaire. Précaire, ça veut dire salaire inférieur au niveau légal de la pauvreté, ça veut dire contrat à durée très courte, et ça veut dire temps partiel non choisi et guère suffisant. C'est ça la précarité. La précarité, c'est la quasi-certitude du chômeur dans 3-4 mois. À quoi s'ajoutent les chômeurs, les vrais, dont l'élimination s'est trouvée incompressible, on n'y arrive plus. Le chômage est même en remontée, puisque les États-Unis ont repassé à 9%, nous aussi. Le chômage s'est restabilisé un peu en dessous de 10%, avec d'assez grands écarts dans presque tous les pays d'Europe, même les Scandinaves, ils sont à 5-6, mais ils n'arrivent pas à résorber le leur. Plus une troisième catégorie, découverte déjà de la fin du XXe siècle, découverte des années 90. Catégorie jusque-là non connue dans nos statistiques. Alors ils ont un nom tout simple, les pauvres. Mais je définis là pour la première fois les adultes valides exclus du marché du travail. Même pas chômeurs, même pas précaires. Et cette catégorie-là, même pas chômeurs, même pas précaires, elle avait disparu de nos statistiques dans les années de la grande croissance, jusque vers 70 ou 80. C'est une redécouverte des joyeusetés de notre capitalisme contemporain. Alors, vous, chefs d'entreprise, n'avez en aucun moment jamais le droit de travailler à main-d'œuvre excessive, vous le savez très bien. Et donc, si vos politiques de personnel conduisent à l'aggravation soit des chômeurs, soit même de chômeurs en fin de droit, les pauvres, ou dans certains cas de la précarisation, c'est parce que vous êtes coincés par des effets de système. Alors, dans l'effet de système, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que je suis choqué de ce que la plupart de nos contemporains, quand ils parlent de la crise économique, ne vous parlent que de la banque et de la finance, en vous donnant à tous l'impression que si la banque et de la finance en sortent et redémarrent, on est sorti de la crise. Et il n'y a à peu près pas de commentaires sur le niveau du chômage, à peu près connu, on a des habitudes publiques, ou de la précarité qu'on cache. C'est 2 fois le volume du chômage, mais on connaît beaucoup moins bien. Nous avons moins l'habitude de respecter des données estampillées parce que collectées dans des conditions reconnues. Mais ce sont les précaires dont les enfants deviennent délinquants. Ce sont les précaires qui sont dans une situation sociale infernale correspondant à une augmentation de la violence sociale dans nos pays. Nous n'avons plus le droit, mesdames, messieurs, chers amis, de raisonner sur l'économie toute seule. Quand elle n'assure plus un plein emploi décent, il faut se préoccuper de criminalité, il faut se préoccuper de sociologie, ça fait partie du champ de réflexion nécessaire. Et le drame de Milton Friedman, prix Nobel d'économie s'il vous plaît, comme 13 de ses successeurs, il y a eu 14 prix Nobel monétaristes. C'est le monsieur qui a découvert les 2 dogmes nouveaux. Le premier, c'est le marché est auto-équilibrant. Et le deuxième, encore plus toxique, c'est tout équilibre de marché est optimal. Et bien sûr, optimal ne veut pas dire parfait, mais il veut dire que c'est le meilleur possible du point de vue des avantages et des inconvénients de toutes les parties prenantes. Et si pour des raisons soit sociales, soit environnementales, un équilibre de marché quelque part ne vous plaît pas, et que vous prétendez l'améliorer avec des subventions ou une taxation ou une réglementation, vous ferez plus de perdants que de gagnants. Dixit Milton Friedman, et des tonnes de démonstrations mathématiques viennent derrière. En fait, depuis les années 50, disons, la science économique, a vécu une espèce de colère collective. Comment nous, si important pour l'avenir et l'activité du monde, on nous traiterait de science molle, comment on ne nous respecte pas? Il y a eu un effort de mathématisation formidable des conclusions, enfin des travaux
des régulations, des logiques de l'économie pour se donner une respectabilité façon physique ou mathématique. Ceux-là ne sont pas discutés. En oubliant que les données de base sont sociologiques. Pourquoi vous achetez? Pourquoi vous vendez? Pourquoi vous choisissez d'épargner? Pourquoi vous prenez tel risque? Rien de tout ça ne relève des sciences exactes. Et le seul outil convenable, il est probabiliste, avec en amont une étude sociologique des comportements. Et au lieu de ça, la science économique s'est approfondie autour de ces équilibres, de ces références au marché, que la crise économique actuelle vient de démontrer fausses. C'est rarissime dans le champ des sciences humaines qui s'essayent à se constituer, à se renforcer depuis 2 siècles. C'est rarissime que les faits tranchent les controverses des hommes avec une telle netteté. Mais quiconque refuse de se faire dire qu'il suffit de cette crise-là, elle est assez violente, pour qu'on en tire les enseignements et qu'on comprenne que le marché n'est en rien auto-équilibrant, que le comportement de marché consiste au contraire à pousser vers les excès, et qu'en tout cas, il n'y a aucune optimalité des équilibres de marché, puisqu'en général, les opérateurs privilégiés du point de vue de l'information, les actionnaires sur les boursicoteurs de plus loin, et puis des lignes ici pas loin, etc., font de meilleurs résultats. Et même un nommé Joseph Stiglitz, américain, a reçu le prix Nobel, lui, aussi, pour avoir démontré, à travers des travaux sur les structures de l'information dans le monde de la décision économique, que le paradigme selon lequel l'équilibre de marché était optimal était faux. L'une de ces conditions logiques de survenance, c'est que tous les opérateurs sur le marché aient la même qualité d'information. D'où rêve sur la démocratie économique, etc. Comment voulez-vous assurer la même qualité d'information aux salariés, par rapport aux actionnaires, par rapport aux dirigeants, par rapport aux opérateurs de marché financier à côté? Structurellement, ils n'auront jamais la même. C'est démontrable, c'est maintenant démontré. Et donc, il faut se débarrasser de tout ça, mais cette science économique qui s'est fourvoyée tout du long, elle continue à exercer ses fonctions. PDG de grandes banques, conseiller du pouvoir, ceux qui se sont trompés. L'opération d'assainissement qui aurait probablement consisté à chercher comme conseiller économique uniquement les recalés des derniers concours de l'agrégation parce qu'ils n'étaient pas dans le politiquement correct du moment et que probablement ils avaient davantage raison. C'est une opération un peu caricaturale. En tout cas, personne ne s'y est risqué. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où la banque se bat pour garder son pouvoir et où la science se tait. Parce que les mises en cause des paradigmes qu'il y a là-dedans, d'abord on ne sait pas où elles s'arrêtent sur le plan du peu de certitudes acquises de cette science aujourd'hui malade, et ensuite cela trouble des équilibres de mandarinaux, des équilibres de respect et de notoriété, et même des équilibres de pouvoir. En tout cas, mon sentiment, ou plutôt avant mon sentiment, une autre observation, que vous, là, je ne sais pas si vous la formulez comme je vais le faire, mais vous ne pouvez pas ne pas la connaître. Depuis 4 ou 5 ans, le système, c'est-à-dire depuis avant la crise, depuis les années 2003, 4, 5, le système bancaire mondial ne finance plus les créations d'entreprises, ne finance plus l'innovation industrielle. Les émissions d'actions sont en baisse vertigineuse en volume et l'activité bancaire se tourne bien davantage vers les activités dites de marché, ils le disent. Et les salles de marché ont pris le pouvoir sur le prêt de signature et d'investissement dans les banques. Vous savez tout ça. Alors, ça entraîne comme résultat, du point de vue de votre comportement, qu'il va falloir chercher à dépendre le moins possible de la banque, aussi longtemps que vous ne pouvez pas avoir la certitude que de vos dépôts, la banque fait en fait de la spéculation. Il faudrait restaurer le Glass-Steagall Act, mais c'est-à-dire restaurer la séparation absolue qu'avait faite le Conseil national de la résistance dans ses programmes et qui a donc été appliqué en France de 1945 jusqu'à notre naïveté social-démocrate tragique, puisque c'est nous qui avons fini le coup. Mais nous étions loyaux de désadministrativer
un processus économique dont nous avions compris, nous socialistes, qu'on avait voulu le brutaliser trop au nom d'une demande d'égalité. Et il y a de l'honnêteté dans cette démarche au fond. Mais notre règle à nous, qui est dans tout ça, il vaut mieux garder le gendarme, un gardien d'équilibre, fixateur de normes, et de normes obligatoires, il ne peut y avoir que sur la souveraineté de la puissance publique. Dans ces conditions-là, ça vous conduit à des gestions minimisant le gros risque, ne croyant plus au miracle de la croissance très rapide, sauf le cas particulier de la Chine, et mettant l'activité de vos entreprises le moins dépendante possible des systèmes bancaires. J'ajouterais peut-être un mot. Je n'ai jamais compris, je l'ai dit 25 fois à mon copain Ernest-Antoine Seyer. Je l'avais dit à monsieur, comment ça s'appelle, le nom du grand pétrolier qui fut président du CNPF avant et qui a fini président du CNPF européen. Ça me reviendra, peu importe, excusez-moi. C'est le seul dommage de l'âge. La perte des propre. Bref, j'ai souvent dit aux grandes autorités patronales, je ne comprends pas pourquoi vous laissez produire de la doctrine économique, de la pensée sur l'organisation de l'économie, principalement par le système financier et bancaire, et que vous vous abritez derrière ces propositions, alors que l'antagonisme entre les commerçants d'argent et le reste de l'activité économique, il est évident, il est de droit, il est normal. À la condition de ne pas mélanger les gens, on pourrait même le traiter très bien, dans une reconnaissance mutuelle. Mais tout le monde sait que mieux les entreprises se portent et moins heureuses sont les banques, puisque vous avez moins besoin d'elles. Et donc il est logique que la théorie bancaire produise une découverte de l'endettement comme un moyen d'améliorer les choses. Et non seulement c'est logique, mais c'est ce qui s'est passé. Avec, avant les entreprises, une autre victime, l'État. La montée en puissance du monétarisme, c'est-à-dire de ces axiomes, on appelle ça aussi ultralibéralisme. Alors, quelques-uns font l'erreur d'appeler ça libéralisme. C'est la faute centrale, c'est une contradiction majeure. Les théoriciens, les fondateurs du libéralisme, grands penseurs philosophes du XVIIIe siècle, n'ont jamais nulle part pensé un instant qu'il pouvait y avoir d'exercice de la liberté sans la règle, sans la punition de la délinquance, sans la sanction, sans la gendarmerie, sans la police et sans les tribunaux ou la loi. Jamais. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, mais pas cambrioler, tuer, etc. Et la limite, il faut qu'elle soit précise et surveillée. C'est quand on nous dit en économie que le marché étant auto-équilibrant, et chaque équilibre de marché étant optimal, on n'a plus besoin d'État, on n'a plus besoin de la règle. C'est là qu'on franchit une ligne jaune. Et cette ligne jaune oublie qu'il y a un petit pourcentage de malhonnêtes gens dans toutes les populations n'importe où, et que s'il n'y a plus de règles ni de surveillance, même sur des marchés financiers, il n'y a pas de raison qu'il soit plus... que le pourcentage de spéculateurs et d'affreux soit plus faible que chez les paysans, les notaires, les militaires, ce que vous voudrez. L'humanité étant ce qu'elle est. Et donc, il faut revenir à une création de doctrine économique enracinée dans l'économie réelle, ses réalités, ses insuffisances, ses déséquilibres potentiels. Et nous sommes dans pas l'attente, mais l'espoir que ça va aller vite. Le premier organe qui s'est rendu compte que le monétarisme nous menait à des accidents très graves et d'abord à une impasse, c'est le jury du prix Nobel d'économie. Après en avoir couronné 14 d'un coup, il a pris peur. Il a pris peur tôt puisque c'est en 1997. Donc la peur du jury du prix Nobel d'économie, elle ne vient pas de l'économie financière, elle vient de l'économie réelle, qui est le point que je n'ai pas encore abordé. Mais où j'arrive tout de suite. Et là, il a couronné Amartya Sen, le grand économiste de la pauvreté, dénonciateur des incohérences du système et de son instabilité. Et il a ensuite couronné Joseph Stiglitz, dont le dernier livre, c'est pour ses travaux de jeunesse, qui tentait à démontrer la fausseté mathématique, la fausseté logique de l'axiome qui veut qu'un équilibre de marché soit optimal. Mais surtout, qui venait de faire un nouveau livre,
que le jury du prix Nobel d'économie a bien accepté et primé, puisqu'il s'appelle « Quand le capitalisme perd la tête ». Mais le fond de l'affaire, il est bien antérieur. Enfin, la finance est un fond d'affaires de son côté. Il y a un autre fond de l'affaires qui n'est pas dans la finance, qui est de 45 à 75, on avait du plein emploi, je vous l'ai dit, et qu'à partir de là, le plein emploi disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Les actionnaires étaient les grands vaincus de la période précédente, parce que la période précédente fonctionnait avec un capitalisme superbe, parce qu'il avait trois grands stabilisateurs. L'un de ces stabilisateurs, c'est la politique monétaire et financière keynésienne visant à lisser les oscillations et à se débarrasser des crises hautes et basses du système. Le deuxième s'appelle la sécurité sociale, formidable stabilisateur pour le petit tiers, le gros quart des revenus des sociétés développées, dans des conditions qui épargnaient des variations en fonction de la conjoncture du marché, des marchés. Et le troisième élément, c'était une politique dont l'inventeur s'appelle Henry Ford. Ce paternaliste américain, extrêmement puissant industriel, peu sympathique, respectueux et ami d'Hitler, avait une éthique. Elle comprenait Hitler, bon, c'est une étrange, mais au moins sur le plan financier, il était honnête homme. Et il avait dit, alors c'est lui aussi qui avait dit, je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. Et dans la même période où il disait à peu près ça, il disait aussi, le capitalisme marche bien à condition d'avoir peu de règles sur le dos, raison de plus pour respecter une éthique stricte. La disparition des règles, c'est dangereux. Et il ajoutait, il est mauvais que tout patron se paye plus de 40 fois le salaire moyen de tous ceux qui le commandent. Et cette règle des 40 fois a été respectée par un siècle et demi de capitalisme. Elle change à partir de 1980-90. Et elle change dans la banque et la finance, qui sont arrivés à faire des fortunes. Ils se payent entre 300 et 600 fois la valeur moyenne du salaire des gens commandés à l'étage en dessous. Alors pour faire ça, et puis aussi pour avoir du dividende un peu plus fort, les actionnaires, on avait d'abord fait la grande croissance avec la politique Henry Ford. Dans la grande croissance des années 45-75, tous les États bénissaient et approuvaient les négociations annuelles patronat-syndicat pour augmenter les salaires, pour les mettre aux limites hautes des gains de productivité, car c'est le salaire qui fait de la consommation et c'est la consommation qui fait de l'activité. Les autres formes de distribution de richesse ne l'emportent pas à ce point statistique-là. Et puis, mais du coup, la victime était l'actionnaire, bien entendu. Et c'est dans les années 80 que les actionnaires ont commencé à pratiquer l'idée géniale de se regrouper. Énorme pachyderme, les fonds de pension. Beaucoup plus petits, mais beaucoup plus agressifs, les fonds d'investissement. Et plus subtils, plus petits encore, mais agressifs aussi, les fonds d'arbitrage, dits hedge funds. Ce regroupement de tous les fonds d'actionnaires a en fait pris le pouvoir dans les sociétés de plus de 3 ou 4 000 salariés, dans tout ce qui est mondialisé en gros. Et le commandement appartient à ces fonds de pension. Quand un fonds a dit « nous ne voulons placer que là où le taux de retour sur investissement sera de 15%, non seulement personne n'a eu l'idée de mettre ce trip devant les tribunaux, mais personne n'a même dénoncé une absurdité profonde. Car le gars dit ça à un moment où on s'aperçoit que la croissance ralentit et qu'on n'est plus que dans les 2,5% de croissance. Ce qui veut dire que pour afficher un résultat à 15%, il faut avoir massacré et bouffé pas mal des concurrents. Le chiffre de 15% décrit du conflit social majeur et violent dans une économie qui croît à 2,5%. Or, le ralentissement, la pression vers la baisse des rémunérations salariales a provoqué le ralentissement de la croissance. D'une certaine façon, écologiquement, c'est pas stupide. On croissait trop vite. Mais il faut traiter mieux que par la précarité ou la pauvreté pure et simple des populations qui en deviennent sociologiquement fragilisantes pour la société tout entière. Il est maintenant terminé, aussi longtemps que nous ne sommes pas sortis de cet énorme chômage, plus pauvreté, plus précarité, on frise les 30%
de la totalité de tous les pays développés, mes amis. Ce que vous savez très bien, vos entreprises sont alignées dans des endroits sociaux qui ne sont pas le 16e arrondissement de Paris. Tout ça est bien connu. Nous retrouverons une confiance sociale, une confiance électorale notamment, une confiance sur ce qu'on fait pour l'avenir, que quand on arrivera à limiter un peu ce chiffre épouvantable. Sinon, premièrement, il n'y a plus moyen de faire passer aucun référendum, ce sera toujours non à tout, puisque le questionnant est responsable du projet de société, au fond. Et nous allons vers une espèce de paralysie politique. Regardez aux sondages actuels, où les intentions, soit d'abstention, soit de vote pour des partis non compatibles avec l'idée de gouverner, c'est aussi vrai de Besancenot que de Marine Le Pen, augmentent. Mais c'est vrai dans tous nos pays européens. Voilà, mes amis, le paysage que je voulais dresser devant vous. Il me semble qu'on améliore le niveau de stabilité de la main-d'œuvre et de diminution de précarité, chômage, pauvreté, qu'à la condition de réindexer un peu plus qu'ils sont aujourd'hui les salaires sur la productivité. Il faut que la rapacité actionnariale diminue un peu, sinon la violence viendra de la partie de notre société qu'on est en train d'en licencier. Parce qu'en plus, cette somme du pourcentage pauvreté plus précarité plus chômage est en augmentation lente. Qu'est-ce que ça finit par faire à la fin du processus? Et je suis en train de penser à un de mes copains chefs d'entreprise des Alsaciens, Robert Laure, les entreprises Laure, l'entreprise admirable dans laquelle rien n'était distribué aux actionnaires, ou pas beaucoup, tout était pour le personnel. Vous savez, les remorques de transporteuses de voitures automobiles et certains tramways. Voilà une superbe entreprise qui est en train de crever par l'effet de la pérennisation de la crise économique. Ça doit arriver à pas mal de cas entre vous, des activités précieuses n'ont plus assez de marché. Il reste vrai quand même qu'on a besoin d'un peu plus de croissance que ce qu'on en a maintenant. Mais nous ne pourrons le faire qu'autour d'objets recyclables, biodégradables, correspondant à nos besoins écologiques. Nous ne pouvons plus jeter indéfiniment, polluer indéfiniment et consommer de l'énergie indéfiniment. Donc se préparer, chercher des niches dans ces éléments nouveaux de l'économie et mettre les économies à l'abri en diminuant le taux de risque d'exposition, en sachant que les banques sont en danger aussi longtemps qu'elles continuent à faire des activités de marché. Et puis dernière chose, le fait que pendant le passage du capitalisme de la grande croissance régulée, ultra régulé des années 45-75 à l'actuel, le règle du jeu est comporter l'interdiction à l'État d'émettre de la monnaie. Les banques centrales sont interdites d'émettre de la monnaie. Maintenant, il n'y a plus que le privé. La crise financière récente est exclusivement une crise dans le secteur privé. Et du coup, les États sont obligés de financer leur déficit par emprunt, et le marché se fait juge intellectuellement de ce à quoi servent les emprunts. Ne bouffez pas les frontières du marché pour étendre le périmètre d'État. Sous-entendu, diminuer la sécurité sociale. Laissez-nous faire du profit dans la médecine. Laissez-nous faire du profit dans l'enseignement. Laissez-nous faire du profit dans la culture. Ce problème de frontières n'est pas résolu. Et c'est un défenseur du marché qui vous le dit. Ma vie est un long combat chez les socialistes français pour leur expliquer que le marché, c'est mieux que l'administration. Mais c'est mieux que l'administration sous la condition de garder des seuils, des références et des règles. Et par conséquent, dans votre conscience de chef d'entreprise, il doit y avoir la recherche des champs de sécurité, des moyens de mise à l'abri financière, mais il doit aussi y avoir l'exigence que la puissance publique fasse son métier, et son métier est d'être garant en dernier ressort. C'est pas la même chose au Japon, d'avoir l'abominable tsunami cassant des centrales nucléaires, avec un Japon totalement asséché par le jeu du marché tel que je viens de vous le raconter. Alors que l'État japonais lui-même était prospère jusque vers 1980. Et maintenant, il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. C'est intelligent. Je crois que l'intérêt général des acteurs de l'économie, c'est de passer le pacte avec les gouvernements sur les règles. Je vous concède que beaucoup de politiques sont déraisonnables, qu'il y en a trop qui arrivent
à ces fonctions avec une incompétence effroyable, qui ne se rendent pas compte de ce que sont vos conditions d'équilibre et de sécurité. Je sais tout ça. Reste qu'on ne travaillera pas les uns sans les autres. Nous avons besoin maintenant d'une augmentation des réserves publiques pour coups durs et tragédies. C'est évident. Nous avons besoin de payer notre dette et nous avons besoin d'un respect mutuel, entreprise et État, chacun dans son sens, mais marchant non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. J'espère que nous serons capables de le faire, mais je ne suis que moyennement optimiste sur ce sujet. Car la France est un des derniers pays où on enseigne mal ou pas du tout l'économie, ce qui est probablement une des raisons pour lesquelles j'ai pu être obscur à tel ou tel d'entre vous sur tel ou tel point ici ou là. C'est pas seulement de ma faute, la matière était complexe. Je vous admire pour votre capacité d'écoute et je suis en état de donner au premier rang l'information que même dans les rangs suivants, je n'ai vu personne s'endormir. Vous êtes formidable. Vous l'acceptez? Oui. Oui. Très bien. Et donc, Monsieur Rocard se tient à votre disposition maintenant s'il y a des questions dans la salle, échange possible. Alors, je m'en vais prendre... Non, voilà, les micros sont à votre disposition. Je vais, si vous me le permettez, supplier les questions de parler très fort. Et on parlera très fort. Je m'a presque laissé intact tout au long de ma vie, sauf les oreilles. Je suis devenu dramatiquement sourd. Alors, parlez fort. Question là-bas. Oui. Oui, je vous en prie, monsieur. Vous vous présentez d'abord? Donc, Laurent Girard, vice-président de la CNATP, les artisans du travaux publics et du paysage, hein, et marnais par ailleurs. Vous nous disiez tout à l'heure que l'analyse avec des critères purement économiques ou financiers ne suffisait plus. En tant que chef d'entreprise, j'ai beaucoup de difficultés à recruter du personnel qualifié dans le travaux public, dans le génie civil et dans la maçonnerie. Ces difficultés sont de plus en plus importantes et je note que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus une base de culture générale suffisante pour ensuite pouvoir apprendre différents métiers, qui soient nos métiers du travail public, les métiers de la mécanique ou d'autres métiers. Et je pense que ceci alimente la non-activité. Vous parliez de 30% de personnes qui n'étaient plus en activité et que l'on va vers du désordre social assez important. Et par ailleurs, je note que l'effort public dans l'enseignement se réduit. Je ne pense pas qu'on ait pris la mesure de ces difficultés qui nous présagent un avenir sombre dans les décennies qui viennent. Qu'en pensez-vous ? Vous mettez le doigt, monsieur, sur un problème très vrai et terrible. Je ne suis pas un spécialiste de ce problème-là. Je crois pouvoir dire que tout ce que vous venez de dire est rigoureusement exact, y compris dans les illusions limites du chiffre. Il y a beaucoup de causes derrière cela. L'éducation nationale, depuis 25 ans, est assaillie de mise en cause, critiques venant de l'opinion tout entière. Elle ne prépare pas assez aux emplois et on l'a soumise à une pression, à mon avis, excessive vers la professionnalisation des enseignements, aux dépens de ce que vous venez d'appeler à juste titre la culture générale, qui est la condition de changement de métier. On ne peut pas changer radicalement de la production à la vente ou l'inverse, enfin bon, changer radicalement de type de métier s'il n'y a pas une forte culture générale derrière. Or, l'éducation nationale était un peu trop poussée à renoncer à cela. Et puis, nous avons fait des économies de marchands
de mauvais commerçants, quoi. J'ai toujours été très frappé de ce que donnent les sondages. Il y en a dans tous les pays du monde, dans tous les pays développés, qui demandent aux gens s'ils sont heureux, s'ils ont envie de fuir pour aller vivre ailleurs ou de rester chez eux, s'ils font confiance à leur gouvernement et s'ils sont contents de leur mode d'organisation sociale. Vous avez toujours un groupe de pays, les 4 Scandinaves, pas loin derrière la Norvège, dont les réponses, pas loin derrière les Pays-Bas, je veux dire, Norvège et les Scandinaves, qui sont dans les 60-70%, contents d'eux, sans envie d'aller vivre ailleurs, heureux, faisant confiance à leur gouvernement et à leur système de sécurité sociale. La caractéristique, c'est que ces 4 pays, Pays-Bas compris, sont les plus imposés au monde, y compris plus que la France. Les sondages crient « Vive l'impôt ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est mieux géré que chez nous. Il se passe que l'habitant suédois, suédois, danois, norvégien, islandais même, et néerlandais, il voit dans sa vie quotidienne où est passé l'argent. Et puis, il y a un détail dans tous ces pays. C'est ce détail-là qui m'a fait faire l'allusion avec ce que vous venez de dire. La dépense collective du pays pour la formation professionnelle est de l'ordre du triple de ce qu'elle est en France par tête. De l'ordre du triple de ce qu'elle est en France par tête. Vous avez tout compris. Un autre pays se signale beaucoup plus proche de nous dans les taux, les colères, etc. Difficile, mais il a quand même ses gros succès, l'Allemagne. L'Allemagne fait pas loin de 2 fois plus que nous en matière d'efforts financiers pour la formation professionnelle. Mais dans ces cas, mesdames et messieurs, la part prise par les entreprises est beaucoup plus considérable. Le cas français se distingue par le fait que l'entreprise, là-dedans, met 0. C'est une habitude sociale, ça s'est pris comme ça. On était sans doute de bonne foi dans les années 45-6, quand on reconstituait la République, les rapports de force, les orientations, enfin j'en sais rien. Mais ça supposait que l'État puisse faire son boulot. Au fond, l'Allemagne a manifesté plus de méfiance à l'égard de l'État, vous en aviez moins. Les entreprises allemandes, elles ont dit on veut former nous-mêmes. Et largement les Suédoises aussi. Largement les Suédoises aussi. On veut former nous-mêmes, on sera plus sûr que ça colle. Or, en France, on a fait le pari inverse pour vous soulager sur une demande CNPF probablement de court terme. Débarrassez-nous de nos frais annexes. On vous entend dire ça, c'est après tout légitime. Et dans les frais annexes, il peut y avoir la formation professionnelle. Après tout, c'est votre boulot, à vous l'État. C'était imprudent de mettre cette distance, parce qu'au final, monsieur, il est bien clair que la formation professionnelle faite dans une entreprise de manière approfondie, même si je parle de la grande formation professionnelle, c'est qu'il peut prendre jusqu'à 1 an ou 2, des stagiaires dans l'entreprise, c'est celle qui fournit les populations les mieux adaptées à vos types d'équipements, à vos types de pratiques et à vos enjeux de professionnels et sécuritaires. C'est clair. Donc c'est une vraie... Incidemment, un autre aspect de ce dont nous sommes en train de parler là, c'est le traitement du chômage. J'ai eu récemment à préfacer un petit livre, on l'a demandé, sur le modèle danois. Et d'étape en étape, je lis sur le modèle danois et je découvre que le préavis de licenciement dans une entreprise, il est de 5 jours. Chez nous, c'est 1 mois ou c'est 2 selon les procédures. Enfin, je voudrais bien. Au moins, non, je crois bien que c'est 2 mois. Enfin, ça dépend un peu des conditions, vous le savez. Comment? 3? Préavis de licenciement s'il est collectif. Même individuel? Alors c'est pire encore. Non seulement là-bas, le préavis de licenciement est de 5 jours, mais ce n'est pas par la loi. C'est par accord collectif. Le syndicat unique, qui est unique et qui syndique 70% des gens. On change de monde quand on va là-bas. Le syndicat unique a signé que le préavis serait de 5 jours. Mais l'indemnité de chômage est 2 fois le SMIC français. Elle tombe le lendemain du licenciement de manière inconditionnelle dans une limite de 4 ans. La seule condition, c'est l'obligation de subir une formation professionnelle efficace. Et la dépense publique, je vous rappelais tout à l'heure que les entreprises
prennent leur part dans ces pays, comme en Allemagne, de la formation professionnelle beaucoup plus que chez nous. Mais le public lui-même fait déjà, à lui tout seul, beaucoup plus que chez nous, c'est pas très difficile. Du coup, on passe au chômage au Danemark rarement plus de 3-4 mois. Du coup, chers amis, la crise économique est mondiale, hein, la conjoncture où nous sommes est mondiale. Danemark, Suède sont des pays où on n'a plus peur du chômage. Vous savez ce qu'il faisait, le syndicat? On s'est dit, d'accord, je vous concède 5 jours. Vous avez des problèmes de régulation dehors. Mais, premièrement, vous payez, et sérieusement, et deuxièmement, vous les formez. Et ça marche. Alors, on ira très lentement dans cette direction, monsieur. Je n'ai pas vu où il était, mon questionnaire, là. Tout en haut. On ira très lentement dans cette direction. Ma clé, pour qu'on puisse y aller, c'est d'abord d'accepter de prendre du temps. C'est d'arriver à ce que patron et État et syndicats parlent le même langage. Alors vous direz, c'est pas possible avec la CGT comme elle est, etc. Petit détail, la CGT, c'est l'ancienne maison du syndicalisme français qui fut longtemps unique et qui a atteint jusqu'à un certain moment de notre histoire 3 millions de membres. Puis elle a vu des scissions de fer à cause de son passage au communisme, enfin, etc., etc. Elle a maintenant moins de 600 000 membres, c'est-à-dire qu'elle est passée en dessous de la CFDT en 40 ans. Et puis il y a 6 confédérations qui se tirent la bourre les unes les autres et se méfient les unes des autres et s'empêchent de travailler. Que veut dire le fait que le plus petit d'entre eux au début, la Confédération française des travailleurs chrétiens, naît comme syndicat d'employés, qui n'a pénétré dans le monde ouvrier que parce que certains des résistants syndiqués dans les maquis avaient rencontré des ouvriers chrétiens qui n'avaient pas de syndicat autre que la CGT. C'est comme ça que la CFTC a commencé à s'orienter vers la classe ouvrière. Du coup, vers 1964, elle se déconfessionnalise et elle mène un demi-siècle d'existence syndicale à être moins démonstrative, moins revendicatrice, moins rédactrice de pancartes et moins marcheuse dans les rues pour être davantage négociatrice. Au bout du processus, il y a 800 000 types à la CFDT qui partaient de 150 000 et la CGT a perdu les 2 tiers à la première position. D'accord, ça ne va pas assez vite pour vous. Ce train est lent. Mais la prime est claire. Je ne comprends pas. Je les ai accusés durement. Les gouvernements, il y en a eu de gauche, le droit continue, qui continuent à faire passer des choses essentielles sur le plan social par la loi au lieu de pousser le dialogue social. La condition de la bonne réponse à votre question, monsieur, c'est qu'on négocie, c'est qu'on en parle ensemble. Mais pour ça, il faut que le dialogue social soit nourri et dense et conclusif. Or, nos syndicats sont tout petits. Nous n'avons plus maintenant que 8,5% de salariés qui sont syndiqués. C'est presque exclusivement dans le public. Alors, je vais dire des horreurs. Je crois essentiel de sortir de cette situation parce que sinon, on n'a que la loi. Elle passe mal, elle fait de la méfiance. Le prix de la, non pas la demi, les 2 tiers de retraite, de réforme des retraites qu'on vient d'avoir l'an dernier, ce prix, c'est une méfiance telle qu'on aura du mal à raccrocher du dialogue social. Et comme on a des tsunamis, une conjoncture mondiale, un comportement dangerosissime, sinon délinquant, de toute la profession bancaire, on a du souci à se faire, nous n'allons pas vers des eaux calmes. Il vaudrait mieux assurer pas de tension dans les rapports sociaux. Si vous croyez à ça, il faut multiplier le syndicalisme de service, les chèques restaurants, les chèques vacances, les chèques Noël, etc., etc. Il faut favoriser le paiement des cotisations syndicales par prélèvement sur les payes. Il faut encourager l'outil partenarial dont vous crevez de n'avoir pas la correspondance avec lui pour le reconstituer. Il faut donner une... Il y a une grande loi, mais elle aura de l'effet en 7 ou 8 ans, donc on est pas mal parti, qui change les conditions de la représentativité syndicale et qui représente un plus dans ce sens. Naturellement, les petits syndicats râlent, c'est bien logique, c'est bien normal. Mais, et puis un dernier détail quand même, tout le monde a oublié, alors ça c'est peut-être une des choses graves de notre pays.
que quand après une dynastie de patrons, la CGT s'est choisi Bernard Thibault, elle se l'est choisie après un débat interne ravageur et difficile. Pourquoi est-ce qu'on a perdu les 4/5 de nos effectifs? Pourquoi est-ce qu'on est passé au second rang? Parce qu'on ne sait que marcher dans la rue et mettre des pancartes ou soutenir les stratégies politiques du PC ou de la gauche, et nous avons déserté le terrain de la négociation. Bernard, tu vas nous ressortir comme syndicat de proposition et de négociation. Mais compte tenu de la culture ancienne, c'est tellement difficile qu'il y arrive peu, qu'il a un peu de vague à l'âme. Le patronat n'a pas suffisamment sélectivement aidé les CGT négociateurs tibaldiens par rapport aux autres. Il faut jouer tout ça, il faut le savoir. Mais vous êtes pardonnable, il n'y a plus de grands journalistes sociaux. Le champ social d'aujourd'hui dans notre pays est traité comme un champ à événements et à coups durs pour la une quand ça barde. Et le problème de savoir comment on peut faire pour éviter que ça barde est en dehors du champ de diffusion de l'information et de la performance. Le métier est difficile. J'ai rencontré des syndicalistes qui sont en train de le comprendre et qui le disent. Le métier dangereux, le plus exposé, c'est l'autre. L'avenir de la civilisation repose sur le fait que quand même on continue à produire. Il faut que vous teniez dans tout ça. Mais nous ne pourrons pas le faire si vos instances professionnelles et interprofessionnelles n'apportent pas une clarté intellectuelle sur toutes ces affaires. Vous êtes co-responsable de la montée du dialogue social. Alors je vous entends, foutez-nous la paix, on en a déjà assez sur le dos. C'est le mandat de vos autorités professionnelles. Mais en France, ces choses sont coincées. Et l'exemple que nous en donnait mon questionnaire, il était sur la formation professionnelle et la qualification. Il est soluble par la compréhension mutuelle et le dialogue et la sortie de l'état de la misère. Il faut que l'État ne soit plus dans la misère pour faire de la bonne formation professionnelle. Je ne reviens pas sur mon propos de tout à l'heure. Pardonnez-moi. Alors, ce fut une fois de plus long qu'il aurait fallu. On a faim.